Les parois vitrées de Castellano Technologies SAS reflétaient la nuit parisienne de la Défense, comme un miroir fait de lumière d'ambition et d'orgueil. Au centre de tout cela se trouvait Diane Castellano, la femme qui avait bâti un empire à force de nuits blanches, de chiffres froids et de la conviction inébranlable qu'elle ne pouvait pas perdre. Mais ce soir-là, tout ce en quoi elle croyait s'effondrait. Tout commença par un petit avertissement rouge clignotant sur l'écran, puis un autre, puis encore un autre. En quelques secondes, chaque moniteur du bureau fut inondé de messages d'erreur. Violation du RGPD, compte effacé, perte financière grimpant à chaque battement de cœur. Le système s'effondrait de l'intérieur sous ses yeux. L'empire qu'elle avait mis 15 ans à construire brûlait silencieusement. Diane frappa du poing sur le bureau en acajou. Non, impossible. Sa respiration s'accéléra prise entre la peur et la colère. La fusion-acquisition de 12 milliards d'euros, censée être signée à l'aube, n'était plus qu'un rêve brisé. Chaque minute qui passait drainait des millions d'euros du système en même temps que sa fierté. Dehors, la ville brillait encore. Les tours de verre s'élevaient, les boulevards étincelaient. La vie continuait indifférente au désespoir d'une femme. Paris ne s'arrêtait jamais. Elle observait simplement silencieuse ceux qui se croyaient invincibles commencer à tomber. Diane avait renvoyé l'équipe technique depuis des heures. Elle ne supportait plus leur regard terrifié. Elle voulait juste le silence, être seule, avec les cendres de l'empire qu'elle avait bâti. Mais un léger bruit brisa le calme. Des pas lents réguliers, puis le grincement discret d'une roue roulant sur le sol. Elle leva les yeux. Un homme en uniforme bleu, d'agent d'entretien, poussait un chariot de nettoyage dans le couloir. Il s'arrêta devant la porte vitrée de son bureau, surpris de la trouver encore là. Ses cheveux châtain clair étaient légèrement ébouriffés. Ses yeux sombres rencontrèrent les siens. Calme posé, ni curieux ni craintif. Juste un étrange silence tranquille. Diane força un sourire amer. « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien cassé. Je suis juste assise ici à regarder 15 ans de ma vie partir en fumée. » Il hésita, puis frappa doucement à la vitre. « Vous allez bien ?» Sa voix était basse et chaude, avec un léger accent de la banlieue parisienne, qui rendait la question sincèrement bienveillante. Bien, Diane laissa échapper un rire sec. « Dites-le-moi vous-même. Ma société vient de mourir sous mes yeux. » Son regard glissa sur les écrans encore couverts de rouge. « C'est une attaque informatique, » dit-il calmement. Diane se figea. « Qu'avez-vous dit ?» Il hocha légèrement la tête. « Je travaillais autrefois dans la cybersécurité avant que la vie ne m'envoie ailleurs. » Il marqua une pause, puis ajouta « Je peux jeter un œil. » Diane cligna des yeux. L'homme qui poussait son chariot de nettoyage venait de proposer de résoudre une crise que son équipe d'ingénieurs seniors n'avait pas su gérer. Elle eut presque envie de rire, mais il n'y avait aucune arrogance dans son regard, seulement la sérénité tranquille de quelqu'un qui avait déjà affronté le chaos. Elle s'écarta silencieusement. « Allez-y. » Il s'assit. Ses doigts se mirent à voler sur le clavier. Rapide, précis, assuré comme s'il n'avait jamais quitté ce monde. La lumière accrocha le badge sur sa poitrine. Jérémy Sullivan demanda Diane à voix basse presque en un murmure. « Qui êtes-vous » Jérémy ne leva pas les yeux. Sa voix resta calme, régulière. Juste quelqu'un qui refuse de laisser mourir les choses avant d'avoir essayé de les sauver. 6 heures plus tôt. Diane Castellano se tenait devant le conseil d'administration de Castellano Technologies, son regard affûté comme une lame. « Mesdames et messieurs, » dit-elle d'une voix calme mais chargée d'autorité. « La fusion avec Quantum Industries n'est pas seulement une manœuvre stratégique. C'est le bond qui nous placera au sommet du monde technologique mondial. » Des hochements approbateurs parcoururent la table. Castellano Technologies, sa création, avait commencé dans un petit appartement et était désormais devenu un conglomérat mondial de plus de 50 000 employés.
Mais personne dans cette salle ne savait que la femme puissante qui se tenait devant eux portait en elle un vide que les mots pouvaient à peine décrire. Diane n'avait pas bâti cette entreprise sur la seule ambition. Elle l'avait construite sur tout ce qu'elle avait perdu. 15 ans plus tôt, quand Castellano n'était encore qu'une idée, elle avait manqué l'anniversaire de sa mère à cause d'une réunion. Quand sa mère tomba malade, elle ne rentra pas parce qu'elle négociait avec des investisseurs. Et quand sa mère mourut, elle ne put lui dire adieu, car à cet instant, elle se trouvait à Singapour, signant un contrat qu'elle croyait assurer son avenir. Le succès a toujours un prix, se répétait-elle souvent. Mais ce soir-là, elle commencerait à se demander si ce prix n'avait pas été trop élevé. Après la réunion, Diane regagna son bureau. Les lumières dorées se reflétaient sur le sol en marbre, son ombre s'étirant longue et silencieuse. Stephanie Kim, jeune directrice technique, l'attendait avec une tablette à la main, le visage tendu. « Diane, il faut que vous voyiez ça », dit-elle en faisant défiler rapidement l'écran. « Qu'est-ce que c'est » demanda Diane en fronçant les sourcils. « Une activité inhabituelle dans le système. Je ne suis pas encore sûr, mais il semble que quelqu'un essaye de sonder notre réseau interne. » Diane ferma les yeux. Un instant. Inspira profondément, puis répondit d'un ton froid et détaché. « Renforcez les pare-feux. Nous sommes sur le point de conclure la plus grande opération de fusion-acquisition de l'histoire de l'entreprise. Je ne veux pas la moindre erreur, même minime. »« Oui, madame. » Stéphanie acquiesça bien que l'inquiétude persiste dans son regard. Diane ne le savait pas encore, mais c'était le tout dernier moment où elle aurait pu empêcher le cauchemar qui s'annonçait. Au même instant, dans un autre coin de l'immeuble de la Défense, Jérémy Sullivan poussait son chariot de nettoyage dans le couloir du 12e étage. Dans ses écouteurs, un podcast sur la programmation Python. Son uniforme bleu délavé par des centaines de lavages portait la trace du temps. Les mêmes mains qui avaient autrefois écrit des lignes de code valant des millions d'euros tenaient désormais une serpillière et un chiffon. Mais Jérémy n'avait aucun regret. Il jeta un coup d'œil à sa vieille montre, 20 à Aigla. Encore 1 heure de service, puis il rentrerait chez lui auprès de Ruby. Ruby, la fillette de 7 ans aux grands yeux brillants, les mêmes que sa mère. La mère qui était morte, lorsque Ruby n'avait que 6 mois, laissant Jérémy seul avec un bébé et une montagne de dettes médicales. Autrefois, il avait été un ingénieur logiciel, brillant dans une grande entreprise de cybersécurité. Il avait tout un haut salaire, une réputation, un avenir prometteur. Mais quand sa femme tomba malade, tout s'effondra. Il quitta son poste pour s'occuper d'elle. Les économies s'épuisèrent. L'assurance ne suffisait pas. Et après 3 ans d'un combat sans espoir, elle mourut. Jérémy se retrouva seul avec une fille et un avenir incertain. Aucune entreprise ne voulait embaucher un ingénieur rouillé après 3 ans hors du circuit. Dans le monde de la tech, 3 ans d'absence équivalaient à 30. Alors Jérémy fit la seule chose possible, il devint agent d'entretien. Le jour, il lavait les sols, vidait les poubelles, frottait les sanitaires. La nuit, lorsque Ruby dormait, il ouvrait son vieil ordinateur portable, lisait des documentations, apprenait de nouveaux langages pour que son esprit ne s'encrasse pas. Il rêvait encore de retourner un jour à son ancien métier. Mais pour l'instant, la seule chose qui comptait, ce n'était pas la gloire, c'était d'être là pour Ruby, la seule qui lui restait. Il se souvenait encore de la question que sa fille lui avait posée la semaine précédente. « Papa, pourquoi tu ne travailles plus avec les ordinateurs comme les autres? » Il s'était penché, l'avait serré dans ses bras. « Parce que je veux passer plus de temps avec toi, Ruby. » Travailler avec les ordinateurs, parfois ça prend le temps. Le plus précieux qu'on a. Ruby leva vers lui ses grands yeux ronds. « Mais tu es très fort, papa. Je t'ai vu réparer mon ordinateur en 5 minutes. » Jérémy rit doucement, lui caressant les cheveux. « Je serai toujours là, peu importe ce que je fais. C'est ça le plus important. » Mais ce soir-là, lorsqu'il entra dans le bureau de Diane Castellano et vit les écrans en plein chaos,
les données clignotant, comme de la folie pure, quelque chose se réveillait en lui. La partie de lui qui avait vécu pour la passion, celle qui croyait encore en son talent, venait de renaître. Et Jeremy Sullivan, l'homme qui nettoyait les couloirs, où d'autres créaient des miracles, allait en accomplir un à son tour. Vos serveurs de secours, demanda-t-il, sans quitter l'écran des yeux, sont-ils connectés directement aux serveurs principaux? Diane le regarda encore, incapable de saisir toute la situation. Sa manière de naviguer dans le système rapide, précise, confiante, lui donnait l'impression que cet homme travaillait ici depuis des années. Non, répondit-elle d'une voix rauque. Il fonctionne de manière indépendante. Jérémie hocha la tête. Bien, c'est votre miracle. Il commença à taper de longues lignes de code, les caractères défilant à l'écran comme une symphonie en furie. Le flot d'erreurs qui couvrait les moniteurs se mit peu à peu à changer de couleur. Des dossiers réapparurent. Les données se restituèrent, morceau par morceau. Pour la première fois de cette longue nuit, Diane sentit une étincelle d'espoir lui remonter au cœur. « J'ai besoin d'un accès total, » dit Jérémie, d'une voix basse mais ferme. Diane hésita un instant, puis sortit de son portefeuille la carte maîtresse et la posa sur le bureau. « Vous l'avez. Ne me faites pas regretter ça. » Jérémie leva enfin les yeux. Ses prunelles brunes, d'un calme presque déconcertant, la fixèrent. « Je ne vous ferai pas regretter, mais si ça marche, n'oubliez pas qui était là avec vous. » Cette confiance tranquille fit naître un sourire sur les lèvres de Diane, même en pleine crise. « Très bien, héros silencieux. » Ils descendirent ensemble, au sous-sol dans la salle serveur que Diane appelait autrefois le cœur de Castellano Technologies. L'air y était glacial. Des rangées de machines s'étendaient à perte de vue leurs voyants. LED clignotant comme les derniers souffles d'un organisme vivant. Jérémie observa la pièce, les yeux brillants. La lumière de quelqu'un qui venait de retrouver son but. « On va la ramener », dit-il en posant la main sur le panneau de contrôle. « Mais j'aurai besoin de silence. » Et de 6 heures. « D'accord », répondit doucement Diane. Pour la première fois, ce n'était pas elle qui donnait les ordres. Tandis que Jérémie travaillait, Diane resta debout à le regarder en silence. Il ne se précipitait pas, ni ne paniquait. Chaque frappe résonnait rythmiquement comme un battement de cœur dans la nuit. Le temps passait. Le café refroidissait. L'air s'épaississait de tension et d'espoir. 3 heures du matin. L'écran changea soudain de couleur. Les alertes rouges clignotèrent, puis disparurent complètement. Un dossier apparut, puis un autre, puis tous. Le système commençait à redémarrer. Diane se pencha en avant, incapable de croire ce qu'elle voyait. « Attendez, c'est réel. » Jérémie s'appuya en arrière sur sa chaise, un sourire fatigué, mais fier, étirant son visage. « Votre empire respire de nouveau, Madame Castellano. » Il avait juste besoin d'un peu de réanimation artificielle. Diane rit. Pour la première fois depuis des années, le son n'était pas froid. « Comment puis-je même vous remercier, Jérémie Sullivan ?» Il secoua la tête, sa voix douce mais ferme. « Ne me remerciez pas. Réparez juste ce qui est cassé à l'extérieur du système. Cela suffira. » Lorsque la première lumière de l'aube filtra à travers les aérations, les mots apparurent à l'écran. « Système restauré avec succès. » Diane fixa le message silencieuse, submergée. Jérémie expira ses yeux, mêlant fatigue et soulagement. « Félicitations, » dit-il doucement. « Vous êtes de nouveau en vie. » Diane se tourna vers lui, son sourire s'adoucissant. « Non, nous sommes de nouveau en vie. » Lorsque les premiers employés arrivèrent ce matin-là, ils restèrent figés. Devant eux se trouvait la puissante PDG de Castellano Technologies SAS, partageant une tasse de café froid avec un agent d'entretien, les deux parlant à voix basse au milieu d'une mer de moniteurs lumineux. Personne ne savait que l'homme ordinaire à ses côtés venait de sauver l'entreprise,
ou que ce moment précis, lorsque deux mondes jamais destinés à se rencontrer, se rejoignaient enfin allait changer la vie de Diane pour toujours. Si vous croyez que parfois les personnes qui entrent dans nos vies ne sont pas un hasard, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire du destin. Et dites-moi si un inconnu apparaissait juste au moment où vous aviez tout perdu. Serait-ce une seconde chance ou une épreuve du destin? Le lendemain matin, l'atmosphère à l'intérieur de Castellano Technologies était différente de tout ce que Diane avait connu. Les gens chuchotaient lorsqu'elle passait. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé durant la nuit, seulement qu'un événement monumental venait de se produire. Les serveurs étaient de nouveau en ligne. Les données avaient été restaurées. L'entreprise avait échappé de justesse à la mort. Et tout cela, grâce à un homme que personne n'avait jamais regardé deux fois. Ce matin-là, Diane convoqua l'équipe de direction au conseil d'administration. La lumière du soleil pénétrait à travers les parois vitrées, reflétant son visage calme. « Je veux vous présenter quelqu'un », dit-elle sa voix ferme mais résonnant dans la salle. « Voici Jeremy Sullivan. Sans lui, nous ne serions probablement pas ici ce matin. » La salle tomba silencieuse. L'homme à ses côtés, toujours en uniforme bleu de la veille, s'inclina légèrement les mains jointes devant lui. Personne ne parla, mais leur regard disait tout doute étonnement et une pointe d'incrédulité. Stephanie Kim, la directrice technique, croisa les bras le ton ferme. « Vous dites qu'un agent d'entretien a réussi à réparer un système que tout notre département technique n'a pas pu, Diane ne fléchit pas. » « C'est exactement ce que j'ai dit, Stéphanie. » Elle soutint son regard. « À partir d'aujourd'hui, Jérémy dirigera notre nouvelle division cybersécurité. Il me rendra compte directement. » La salle murmura. Stéphanie mordit à sa lèvre tentant de garder son calme, mais la frustration se lisait sur tout son visage. Elle ne contesta pas, ni devant le conseil, ni devant la femme autrefois, considérée comme infaillible. Lorsque la réunion se termina, Stéphanie suivit Diane dans le couloir. « Vous faites une erreur, » dit-elle, la voix basse mais pleine de colère. « Vous faites confiance à quelqu'un que vous connaissez à peine. » Diane s'arrêta et se tourna. Son regard était froid, mais pas cruel, chargé d'une certitude tranquille. « Je sais ce que j'ai vu, Stéphanie. Et je sais reconnaître quand quelqu'un peut faire ce que d'autres ne font que promettre. » Elle fit une pause. « Jérémy a sauvé cette entreprise, et je lui fais confiance. » Puis elle s'éloigna, laissant Stéphanie figée dans le couloir, l'esprit tourbillonnant de questions qu'elle n'osait formuler. Cet après-midi-là, Jérémy retourna dans l'immeuble. Plus agent d'entretien, plus de chariots de nettoyage. Son nouvel badge d'employé brillait, tandis que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière lui. Ceux qui auparavant passaient, sans même le regarder, s'écartaient maintenant. Mais même s'il paraissait calme, Jérémy savait. Tous les regards étaient sur lui, attendant de voir s'il allait trébucher. Diane l'attendait au dernier étage, près de la grande baie vitrée donnant sur la ville. « Prêt pour le round 2 ?» demanda-t-elle, un rare sourire adoucissant son visage habituellement sévère. « Toujours prêt », répondit Jérémy, voix basse et posée. Elle le conduisit dans le couloir baigné de soleil et s'arrêta devant une petite salle à côté de son bureau. « Tout ce dont tu as besoin est ici, dit Diane. Je veux que tu recommences depuis zéro. Reconstruis le système de cybersécurité de Castellano. » Jérémy hocha la tête, le regard doux. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Ne perds pas la foi lorsque les choses deviennent difficiles. » Diane sourit sincèrement, peut-être pour la première fois. « Je l'ai déjà appris grâce à toi. » Mais il y avait encore une chose que Diane ignorait, la vérité sur l'homme qui venait de sauver son entreprise. Cette nuit-là, lorsque Jérémy rentra dans son petit appartement du West Village parisien, de petits pas précipités résonnèrent depuis l'intérieur. Papa, Ruby se jeta dans ses bras, les cheveux détachés légèrement, parfumés au shampoing pour bébé.
Jérémie s'agenouilla la tenant contre lui, sentant ses petits souffles chauds contre son cou. « Salut, princesse. Qu'as-tu appris aujourd'hui » Ruby brandit fièrement un dessin. « La maîtresse nous a parlé des planètes. J'ai dessiné Mars. Regarde, elle est rouge vif. » Jérémie sourit les yeux remplis de fierté. « C'est magnifique. Ma fille est la meilleure du monde. » L'appartement était petit, la peinture écaillée, les meubles anciens, mais chaque recoin respirait l'amour et la résilience. Des dessins collés au mur, quelques livres d'enfants, l'ours en peluche que Ruby serrait chaque nuit. Ce n'était pas la vie dont Jérémie avait rêvé, mais c'était celle qu'il avait choisi de garder. « Papa » Ruby hésita, la voix timide. « Aujourd'hui, mes amis m'ont demandé ce que tu faisais comme travail. » Je ne savais pas quoi répondre. Jérémie fit une pause, puis s'agenouilla pour que leurs yeux se rencontrent. « Écoute-moi, ma chérie. Je fais un travail très important. J'aide les gens à garder leur lieu de travail propre et sûr. Il n'y a rien dont il faille avoir honte. » Ruby pressa ses lèvres. « Mais je t'ai entendu parler à mademoiselle Laura. Tu as dit que tu travaillais avec des ordinateurs avant. Pourquoi ne le fais-tu plus? » La question laissa une petite entaille dans son cœur discrète mais aiguë. Jérémie resta silencieux quelques secondes, puis répondit doucement. « Parce que lorsque ta maman est tombée malade, j'ai dû rester à la maison pour m'occuper d'elle. Et après son départ, j'avais besoin d'un travail qui me permette d'être plus avec toi. Les ordinateurs peuvent attendre, mais toi non. » Ruby enroula ses bras autour de son cou et murmura « Je t'aime, papa. » Jérémie la serra fort. « Je t'aime aussi. Toujours. » Lorsque Ruby s'endormit, l'appartement tomba dans le silence. Jérémie s'assit seul sous la lampe du bureau, fixant l'ancien ordinateur portable devant lui. Il savait ce qui l'attendait, une seconde chance. L'occasion de revenir à l'emploi qu'il aimait, de prouver qu'il n'était pas dépassé. Mais il savait aussi que cela lui coûterait ce qu'il avait de plus précieux, du temps avec sa fille. La lumière de l'écran reflétait son visage fatigué, mais résolu. « Je peux le faire », murmura-t-il, la voix ferme comme un serment. « Je dois le faire. » Pour Ruby. Les premiers jours dans son nouveau poste furent loin d'être faciles. Chaque matin, il se levait à 5, préparait le petit déjeuner pour Ruby, l'emmenait à l'école, puis prenait le premier bus pour le bureau. Le soir, il rentrait à 19h, juste à temps pour le dîner avec elle, et lui lisait une courte histoire avant qu'elle ne s'endorme, quand l'appartement sombrait dans le silence. Jérémie ouvrait son ordinateur portable et travaillait tard dans la nuit, la lumière bleue illuminant son visage déterminé. Il reconstruisit toute l'infrastructure numérique de Méridien, depuis zéro réécriture du code restructuration du système de sécurité, mise en place de protocoles de cryptage et formation d'une petite équipe d'ingénieurs fidèles. La renaissance de l'entreprise devint rapidement un sujet dans les journaux financiers. Les investisseurs revinrent. Les clients louèrent leur renaissance des cendres. Mais derrière les projecteurs, Jérémie sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Une ombre planait encore quelque part dans le système. Cette fois, il avait l'intention de la trouver. Un soir, bien après, que le bureau se fut vidé, Jérémie était toujours devant l'écran lumineux, sa lumière reflétant son visage fatigué. La porte s'ouvrit doucement. Diane apparut toujours dans son costume sur mesure, tenant 2 tasses de café fumantes. « Je me doutais que tu serais encore là », dit-elle moitié. Reproche, moitié admiration. Jérémie prit la tasse en hochant la tête, reconnaissant. « Il y a un problème », dit-il à voix basse. Il montra le moniteur où des lignes de code défilaient sans fin. Ces signatures correspondant à l'ancien schéma d'attaque. Mais maintenant, elles proviennent de notre propre système. Le visage de Diane se durcit. « Tu veux dire que quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise est derrière ça? Je ne peux pas encore le prouver. » répondit-il, les yeux ne quittant jamais l'écran. Mais quelqu'un ici connaît ce système trop bien. Le lendemain,
Jérémie commença silencieusement sa traque numérique. Il suivit chaque point d'accès suspect, construisit des dizaines de pièges factices et créa des coffres de données fictifs destinés à attirer l'intrus. Mais chaque trace se dissolvait dans des couches de cryptage sophistiquées de faux proxys et de comptes administrateurs fantômes jusqu'à ce qu'il remarque un schéma répétitif, un appareil se connectant tard le soir avec des privilèges administrateurs. Quand il croisa les horodatages, un nom apparut encore et encore, Stephanie Kim. Le cœur de Jérémie s'accéléra. Il avait pressenti que l'hostilité de Stephanie dépassait largement la simple concurrence, mais maintenant, il avait la preuve. Cette nuit-là, Jérémie entra dans le bureau de Diane, tenant une clé USB. « Nous devons parler », dit-il. Sa voix était basse et ferme, suffisante pour que Diane comprenne qu'il ne s'agissait pas d'un simple rapport technique. Il inséra la clé dans son ordinateur. L'écran s'illumina des versants, une cascade de journaux d'accès dense, semblable à une carte des fautes commises. Ces données proviennent des serveurs internes, expliqua Jérémie. Stephanie a utilisé son compte pour accéder à des fichiers restreints la nuit de l'attaque. Ensuite, elle a effacé les journaux d'accès et redirigé les privilèges administrateurs. C'est là le point de rupture. Diane resta figée, les yeux rivés sur l'écran muette. « Tu en es sûr? » « Absolument, » répondit Jérémie. « J'ai vérifié les métadonnées. Elle a essayé d'effacer ses traces, mais elles n'étaient pas assez bonnes. » Diane se leva et se mit à marcher lentement dans la pièce. Si ça fuite, nous perdrons à nouveau nos investisseurs. Le conseil d'administration paniquera. La presse nous détruira. Alors ne laisse pas fuiter, répliqua Jérémie d'une voix glaciale. Laisse-la croire qu'elle est encore en sécurité. Donne-moi du temps pour découvrir pour qui elle travaille. Diane s'arrêta, le regard fixé sur lui, un mélange d'admiration et d'inquiétude dans les yeux. C'est dangereux, Jérémie. Il esquissa un léger sourire. Me faire confiance la première nuit l'était aussi. Et pourtant, tu l'as fait. Dans les jours qui suivirent, Jérémie entra dans un jeu du chat et de la souris silencieux. Il surveillait secrètement chacun des mouvements de Stephanie, installant des systèmes honeypot imitant les bases de données les plus sensibles de l'entreprise. Chaque commande qu'elle tapait lui apprenait un peu plus sur sa manière d'agir. Il dormait à peine. Chaque nuit devenait un duel mental entre un ingénieur et une traîtresse. Plus il creusait, plus la vérité devenait claire. Stephanie n'agissait pas seule. Quelqu'un d'autre, puissant, dangereux, tirait les ficelles. Tard un soir, alors qu'il rangeait ses affaires pour partir, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Arrête de creuser, ou tu le regretteras. » Jérémie se figea. Son reflet dans la vitre lui renvoya un regard calme, mais défiant. Il fit une capture d'écran, l'envoya à Diane, puis verrouilla son téléphone. Quelques secondes plus tard, elle appela. Sa voix était tranchante et rapide. « Tu vas bien? »« Oui, » répondit-il. « Mais ça prouve qu'on s'approche. » Diane expira lentement. « Alors il faut qu'on prenne de l'avance sur eux. » Le lendemain matin, Jérémie arriva tôt. En traversant le parking, quelque chose attira son attention. Un petit boîtier noir glissait sous le pare-choc de sa voiture. Il se pencha. Un traceur GPS. Son cœur se serra. Quelqu'un l'épiait, savait où il allait, où il vivait, et pire encore, connaissait l'existence de Ruby. Pour la première fois, Jérémie sentit la vraie peur. Il pouvait affronter n'importe quel danger qui le visait. Mais si sa fille était menacée, c'était une ligne qu'il ne laisserait jamais franchir. Il apporta le dispositif dans le bureau de Diane. Elle le regarda horrifiée. « Il faut appeler la police. »« Pas encore, » répondit Jérémie d'une voix d'acier. « Si on le fait maintenant, ils disparaîtront. Laisse-les croire que je ne sais rien. » Diane le fixa, comprenant soudain. « Tu es en train d'en faire un piège. » Il hocha la tête. « Exactement. Jérémie, tu as une fille.
Et si quelque chose t'arrivait? Il n'arrivera rien, dit-il, même si sa voix trembla légèrement. Je serai prudent, mais on ne peut pas les laisser s'en tirer. Cette nuit-là, le bâtiment était silencieux. Jérémie était assis à son bureau, feignant de se concentrer sur un faux fichier de données. Diane attendait dans son bureau, lumières éteintes, la seule clarté venant de la lueur bleutée du couloir. L'air était lourd de tension. 23 à 40. La caméra de sécurité grésilla. Une ombre apparut. La porte grinça en s'ouvrant. Stephanie Kim entra un dossier à la main, la voix trop calme pour être naturelle. « Tu travailles encore tard, Jérémie. » Comme toujours, répondit-il sans se retourner. « Tu t'es fait un joli nom, continua-t-elle en s'approchant. Le petit favori de la patronne. Je ne fais que mon travail. Vraiment, ironisa-t-elle, parce qu'il ressemble beaucoup à une enquête sur le mien. Elle tendit la main vers la souris. « Ne touche pas à ça, dit Jérémie, doucement, sa voix calme, mais aussi tranchante qu'une lame. À cet instant, les lumières s'allumèrent brutalement. Diane sortit de l'ombre, le regard fixe. « C'est terminé, Stéphanie. » Stéphanie se figea ses yeux, passant de l'un à l'autre confuse, tremblante, mais conservant une lueur de défi. « Vous croyez comprendre ce qui se passe ici, lança-t-elle avec un rire sec. Vous ne comprenez rien. » Diane avança d'un pas, sa voix ferme mais posée. « Alors explique-nous, Stéphanie. » Elle éclata d'un rire amer brisé. Castellano Technologies a vendu son âme depuis longtemps à des gens qui ne pensent qu'au profit, qui se moquent de ce qui brûle tant qu'ils s'enrichissent. Vous n'êtes que des pions, et tôt ou tard vous le verrez. Jérémie resta immobile, la fixant attentivement. Tu parles de Neuroline Systems, n'est-ce pas? Le silence qui suivit fut plus éloquent qu'un aveu. Ils t'ont payé pour nous saboter, dit Diane d'une voix glacée. Saboter, ricana Stéphanie. Non, j'appelle ça révéler la vérité. Et un jour vous comprendrez. Elle poussa le dossier contre la poitrine de Diane et se retourna brusquement pour partir. Ses talons claquaient sur le sol. Stéphanie appela Jérémie. Mais elle ne s'arrêta pas. Quand la sécurité arriva, l'ascenseur était vide. Le flux des caméras de surveillance grésilla quelques secondes, puis s'éteignit. Jérémie frappa du poing sur le bureau, la gorge serrée. Elle sait comment désactiver le flux de données. Diane expira lentement, fixant l'écran noir. On la retrouvera. On doit la retrouver. À l'aube, après presque 10 heures sans sommeil, Jérémie identifia la première piste. Enfoui sous plusieurs couches de codes chiffrés, il trouva une série de transactions anonymes, toutes reliées à une société écran basée en Californie. Il leva les yeux vers Diane, la voix rauque mais stable. Cela va bien au-delà de Stéphanie. Neuroline a acheté des gens à l'intérieur de notre entreprise, peut-être même au sein du conseil. Ils essaient de nous détruire de l'intérieur. Diane se massa les tempes, les yeux fatigués mais lucides. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les expose, répondit Jérémie, chaque mot chargé de résolution. Mais selon nos conditions. Diane le fixa longuement. Tu réalises que cela pourrait nous détruire tous les deux, n'est-ce pas? Il esquissa un léger sourire, son regard inébranlable. Ou bien ce sera notre moyen de tout réparer. Mais ce matin-là, alors qu'il quittait le bureau, son téléphone vibra. Un message de Laura. La nounou de Ruby Jérémie, il y a un homme étrange devant la grille de l'école. Il regarde Ruby. Elle est terrorisée. Viens vite. La poitrine de Jérémie se serra. Il ne dit pas un mot, attrapa sa veste et s'élança hors du bureau. Il ne prit pas l'ascenseur, 3 étages, descendu en courant, traversant le hall avant de jaillir dans la rue. Lorsqu'il arriva à l'école, Ruby était assise dans le bureau de la directrice, serrant son ours en peluche, les yeux rouges et gonflés. « Papa » cria-t-elle se jetant dans ses bras. Jérémie la serra fort, tout son corps tremblant. « Ça va mon cœur. Personne ne t'a fait de mal. » Ruby sanglota entre 2 hoquets.
Il y avait un homme, papa. Il était là juste derrière la grille à me regarder. J'ai eu tellement peur. Laura, la femme d'âge moyen qui s'était occupée de Ruby depuis sa naissance, posa une main sur l'épaule de Jérémie. J'ai appelé la sécurité. Il s'est enfui. Mais Jérémie, qu'est-ce qui se passe? Jérémie baissa les yeux vers sa fille, ses petits yeux encore pleins de larmes. Et à cet instant, il comprit à quel point il s'était trompé. Il avait cru pouvoir protéger Ruby en séparant ces deux mondes. Mais maintenant, son travail avait entraîné sa fille dans le danger. Laura dit-il d'une voix basse mais ferme, « Garde Ruby chez toi quelques jours. »« Ne sors pas. Je t'expliquerai plus tard. »« Jérémie, tu es dans le pétrin, » demanda-t-elle inquiète. « Non, » répondit-il bien que ses yeux racontassent une autre histoire. « Je veux juste m'assurer que ma fille soit en sécurité. » Cet après-midi-là, Jérémie resta à la maison avec Ruby. Il lui prépara ses spaghettis préférés. Regarda des dessins animés avec elle. Lui lut une histoire avant qu'elle ne s'endorme. Mais son esprit était ailleurs dans les ténèbres qui se refermaient autour d'eux. Quand Ruby s'endormit enfin, son petit visage baignait dans la lumière douce paisible à en briser le cœur. Jérémie resta là longtemps, se souvenant du jour de sa naissance du serment qu'il avait fait à sa femme à l'hôpital. « Ne t'inquiète pas, je protégerai notre fille quoi qu'il en coûte. » Et maintenant, dans sa soif de prouver sa valeur, dans sa croyance qu'il pouvait tout contrôler, il avait mis Ruby en danger. Son téléphone vibra. Le nom de Diane s'afficha. « Jérémie, où es-tu? Nous devons... » « Je ne peux pas, l'interrompit-il, la voix brisée. Ils se sont approchés de Ruby. « Je suis désolé, Diane. Je dois me retirer. » Un long silence suivit. Puis la voix de Diane se fit plus douce, plus chaude, sincère. « Jérémie, je comprends. La famille passe avant tout. Tu n'as pas à t'excuser. L'entreprise survivra. Nous l'avons déjà fait une fois. Mais Ruby, elle n'a qu'un seul père. Reste avec elle. » Les larmes glissèrent sur les joues de Jérémie. « Merci. »« Non, » dit Diane doucement. « C'est moi qui devrais te remercier. Pour tout. » Après l'appel, Jérémie resta assis là regardant Ruby dormir paisiblement sous sa couverture. Et soudain, il comprit s'il abandonnait maintenant, ceux qui étaient derrière tout cela gagneraient. Il recommencerait, à d'autres familles, à d'autres enfants. Il entendit la voix de sa femme écho venue de loin. « Tu es plus fort que tu ne le crois, Jérémie. Ne laisse pas la peur te voler ça. Apprendre à notre fille à être courageuse, à se battre pour ce qui est juste. » Jérémie essuya ses larmes, se pencha et embrassa le front de Ruby. « Je te protégerai, » murmura-t-il. « Mais je t'apprendrai aussi qu'on ne fuit pas le mal. On lui fait face. » Il prit son téléphone et rappela Diane. « Je reviens, dit-il d'une voix basse mais résolue. Mais cette fois, on fait les choses à ma manière. Et on met fin à tout ça. » La semaine suivante, tandis que Jérémie travaillait jour et nuit à retracer la piste numérique laissée par Stéphanie, il découvrit quelque chose de bien plus terrifiant. Stéphanie n'était pas le cerveau. Elle n'était qu'un pion dans un jeu beaucoup plus vaste. Elle était complètement digne de confiance. Mais selon les données que Jérémie avait découvertes, Valérie Roche vendait des informations confidentielles à Neuroline via une société de conseil écran appelée North Park Consulting. Jérémie se rendit directement auprès de Diane. « Valérie, » répéta Diane, la voix tremblante. « C'est impossible. Je la connais depuis plus de 10 ans. Elle est avec moi depuis les débuts de la start-up. C'est justement ce qui rend la situation dangereuse, » dit lentement Jérémie. Personne ne doute jamais de la loyauté. Jusqu'au moment où la loyauté devient trahison. Diane s'affaissa sur sa chaise, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Je lui ai tout donné. Pouvoir, argent, respect. » Jérémie la regarda, la voix grave. Parfois, les gens ne trahissent pas parce qu'il leur manque quelque chose. Ils trahissent parce qu'ils se sentent invisibles. Diane leva la tête, la douleur emplissant ses yeux. « Mais je l'ai vu.
Vraiment, ou n'as-tu vu que son rôle demanda Jérémie doucement, mais avec franchise. La question la coupa profondément. Diane se tut, et à cet instant, elle réalisa qu'elle avait fait la même chose avec Jérémie. Autrefois, elle ne l'avait considéré que comme un agent d'entretien jusqu'à ce qu'il sauve toute l'entreprise. Enfin, elle inspira profondément. Il nous faut des preuves solides, pas d'erreur. Jérémie hocha la tête. Je vais tendre un piège. Mais cette fois, nous devons être extrêmement prudents. Pendant les 3 jours suivants, Jérémie construisit un honeypot numérique, parfait, un serveur isolé, qui imitait à la perfection l'infrastructure financière de Castellano Technologies, remplie de fausses données et de traceurs cachés. Chaque détail était si convaincant qu'il frôlait la perfection. La 4e nuit, le piège se déclencha. Une alerte d'intrusion clignota sur son écran. Quelqu'un accédait au système de Castellano. Jérémie fixa le moniteur, le cœur battant. « J'ai la localisation », dit-il rapidement au téléphone. Le signal provient d'un bureau à Paris. La réponse de Diane fut brève et ferme. « On règle ça ce soir. » Ils traversèrent les rues désertes de la ville, les lumières se reflétant sur le pare-brise comme un cœur battant. Aucun mot ne fut échangé. Le silence entre eux était tendu, prêt à se rompre. L'immeuble apparut devant eux, un bloc de verre lumineux contre l'obscurité. Jérémie connecta son ordinateur portable au réseau interne directement depuis le hall, les doigts volant sur le clavier. « Valérie se connecte depuis le dernier étage, dit-il. Diane serra les poings. « Allons-y. » « Non, l'arrêta Jérémie. On le fait ensemble. » Ils trouvèrent Valérie dans un bureau d'angle calme, posée presque étrangement sereine, comme si elle savait qu'il viendrait. « Diane, » dit Valérie doucement, « vous n'auriez pas dû être ici. » Diane s'avança, la colère brûlant dans ses yeux. « Vous nous avez trahis. Vous m'avez trahi. » Valérie esquissa un faible sourire, son regard teinté de pitié. « C'est ce que tu crois. Que j'aurais détruit quelque chose qui n'était pas déjà pourri. De quoi parlez-vous? » « Neuroline m'a donné la liberté, » dit Valérie lentement. « Quelque chose que vous n'avez jamais fait. »« La liberté ne vient pas de la trahison, » répondit Jérémie d'une voix calme, mais tranchante. Valérie tourna les yeux vers lui, acérés comme de l'acier. « Et vous, monsieur Sullivan, héros de Castellano, vous croyez vraiment être autre chose qu'un pion? Quand tout cela sera terminé, ils oublieront même que vous avez existé. » Jérémie répondit doucement, mais avec solidité. « Peut-être, mais au moins je saurais que j'ai lutté pour quelque chose qui avait de l'importance. » Il pressa une touche sur son ordinateur portable. L'écran de Valérie se figea instantanément. Les avertissements rouges clignotèrent sur les moniteurs. « Tout ce que vous avez fait a été enregistré, » dit Jérémie doucement. « Dans quelques minutes, les autorités auront toutes les preuves. » Pour la première fois, la contenance de Valérie vacilla. Elle inspira profondément, sa voix à peine un murmure. « Vous croyez que ça s'arrête ici? Il y a des gens bien plus puissants que vous ne pouvez imaginer. » Peut-être, dit Diane, le regard inébranlable. Mais ce soir, ça s'arrête avec vous. Quelques minutes plus tard, les agents de la police judiciaire entrèrent escortés par le conseil juridique de Diane. Valérie ne résista pas. Alors qu'on lui passait les menottes et qu'on l'emmenait, elle se retourna vers Jérémie, ce léger sourire cryptique toujours au coin des lèvres. « Profitez de votre victoire, tant qu'elle dure, murmura-t-elle. Les héros tombent toujours le plus durement. » Le lendemain matin, les nouvelles explosèrent à la une de tous les grands journaux. La CFO de Castellano Technologies, SAS, arrêtée pour espionnage industriel lié à Neuroline Systems. Le monde financier tout entier était sous le choc. Les investisseurs retenaient de leur souffle, attendant de voir si l'empire de Diane Castellano allait s'effondrer ou renaître. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de lui tourner le dos, le public se rallia derrière Diane.
Ils virent comment elle avait affronté la trahison, non pas par le déni ou le blâme, mais avec transparence et courage. En moins de 24 heures, la valeur des actions de Castellano Technologies SAS s'envola. Une crise qui aurait pu détruire l'entreprise devint au contraire la base d'un nouveau départ. Mais pour Jérémy, la victoire n'était pas douce. Dans les semaines suivant l'arrestation de Valérie, il reprit son rythme habituel, toujours arrivé à allures à bout, toujours de longues heures passées à son poste, à construire la meilleure équipe de cybersécurité du secteur. Mais chaque jour exactement à 18 heures, il partait. Sans retard, sans exception. Un après-midi, alors que l'horloge affichait 17h45, la porte de son bureau s'ouvrit. Diane entra 2 tasses de café à la main. « Tu repars tôt encore aujourd'hui ?» demanda-t-elle à moitié taquine, à moitié souriante. « Comme toujours, répondit-il en refermant son ordinateur portable. » Diane s'assit sur la chaise en face de lui, la voix adoucie. « Jérémy, je ne t'ai jamais posé une seule question. Pourquoi as-tu abandonné ta carrière pour devenir agent d'entretien? » Il resta silencieux un instant, puis sortit de son portefeuille une photo usée. On y voyait une jeune femme tenant un bébé de 6 mois. Son sourire était doux, ses yeux brillants comme une bougie. « C'est ma femme, dit-il doucement. Elle est décédée il y a 3 ans d'un cancer. Ruby avait 6 mois. » Diane resta silencieuse. La lumière de la pièce sembla s'atténuer. « J'étais un ingénieur à succès, continua Jérémy. Mais quand elle est tombée malade, j'ai compris que toutes les réunions, contrats et promotions ne valaient rien comparé au fait de tenir la main de la personne que l'on aime dans une chambre d'hôpital. »« Tu as tout abandonné, » murmura Diane. « Non, » répondit-il. « J'ai juste choisi ce qui comptait le plus. » Après son départ, personne ne voulait embaucher un ingénieur, soi-disant dépassé, mais ils avaient besoin de personnel de nettoyage. Et ce travail m'a donné quelque chose que la tech ne pouvait jamais offrir du temps avec ma fille. Diane avala difficilement. « Mais maintenant que tu reprends ta carrière, tu pourrais... » « Je ne referai pas la même erreur, » l'interrompit-il doucement mais fermement. « Ruby a besoin de moi tous les soirs. Pas la version qui réussit. Juste moi. » Elle le regarda longuement, puis hocha doucement la tête. « Tu es un père merveilleux, Jérémy. » Il sourit à peine à voix basse. « J'essaie juste. C'est tout ce que je peux faire, si je peux faire. » Quelques semaines plus tard, Diane visita pour la première fois l'appartement de Jérémy. Il était petit et modeste, mais rempli de vie. Les dessins de Ruby étaient accrochés au mur. Des piles de livres couvraient la table. Des jouets étaient éparpillés partout. Chaotique, mais étrangement chaleureux. Ruby courut vers eux, sa queue de cheval, de travers les yeux écarquillés de curiosité devant cette femme inconnue. « Bonjour, madame, » dit-elle poliment. « Bonjour, Ruby, » répondit Diane avec un sourire doux. « Ton papa m'a beaucoup parlé de toi. » La petite fille rayonnait. « Papa dit que tu es son patron. »« Tu savais que mon papa est vraiment intelligent, Diane rit. »« Oui, je sais. Ton papa a sauvé mon entreprise. » Ruby resta bouche bée, les yeux grands ouverts d'admiration. « Vraiment, papa. C'est trop cool. » Jérémy rougit et fit un geste pour la renvoyer gentiment. « Va faire tes devoirs, ma chérie. » Quand Ruby se précipita dans sa chambre, Diane regarda une dernière fois l'appartement, puis dit doucement « C'est une belle maison. »« Petite, » répondit Jérémy. « Mais elle est à nous. » Diane sourit doucement, la voix adoucie. « Jérémy, je veux te faire une proposition. » Il leva un sourcil curieux. Je veux mettre en place une nouvelle politique chez Castellano. Des modalités de travail flexibles pour les parents seuls. Tu pourras travailler 3 jours par semaine depuis chez toi. Jérémy la fixa stupéfait, comme s'il n'avait pas bien entendu. Tu es sérieuse. Complètement. Diane hocha la tête. Tu m'as appris quelque chose d'important. Le succès ne vaut rien si l'on perd ce qui compte vraiment.
Je veux que Castellano Technologies soit un endroit où l'on peut avoir les deux. Jérémie resta sans voix. Il se contenta de hocher la tête, les lèvres tremblantes, les yeux humides de larmes. « Merci, murmura-t-il. » Diane sourit, en se levant. « Non, Jérémie, dit-elle doucement. C'est moi qui devrais te remercier. Tu n'as pas seulement sauvé l'entreprise. Tu m'as rappelé ce que j'avais oublié, la raison pour laquelle j'ai commencé tout cela. » 6 mois passèrent. Castellano Technologies SAS ne se contenta pas de se rétablir, elle en sortit plus forte que jamais. La division cybersécurité dirigée par Jérémie devint une référence dans le secteur. Mais surtout, l'entreprise commença à se transformer grâce aux nouvelles politiques que Diane avait introduites après la crise. Elle fonda le programme Seconde Chance, une initiative pour recruter des personnes que la société avait négligées, mais qui possédaient un potentiel et une détermination extraordinaire. Un ingénieur autrefois, sans abri. Un designer ayant purgé une peine pour un crime qu'il n'avait pas commis. Une programmeuse qui avait perdu son emploi pour s'occuper de ses parents malades. Diane les voyait comme Jérémie l'avait un jour vu lors de la nuit la plus sombre de sa vie. Chacun d'entre eux apportait quelque chose qu'aucune université ou entreprise ne pourrait jamais enseigner. La gratitude, la résilience et la soif de se prouver à soi-même. Un après-midi, Diane frappa à la porte du bureau de Jérémie. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-elle, un sourire doux aux lèvres. Elle le conduisit au sous-sol, l'ancienne salle des serveurs, là où tout avait commencé. L'espace avait été complètement transformé. Une douce lumière blanche baignait les murs fraîchement repeints. Des équipements modernes scintillaient. Au-dessus de l'encadrement de la porte, une plaque en métal portait l'inscription « Le Sullivan Innovation Center ». Jérémie resta figé, le souffle coupé. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-il d'une voix tremblante. « Je voulais le faire, » répondit Diane. « Parce que cette entreprise n'existerait pas sans toi. Et peut-être moi non plus. » Il entra. La pièce était devenue un véritable centre d'innovation. Espace de travail ouvert, station de recherche, et dans un coin, un petit espace pour enfants avec table à colorier, jouets et une petite chaise près de la fenêtre. Diane sourit en voyant l'étonnement dans ses yeux. « Ainsi, quand Ruby viendra, dit-elle doucement, elle aura un endroit sûr pour jouer pendant que tu travailles. » Jérémie ne put plus retenir son émotion. Des larmes roulèrent sur ses joues. Il serra ses mains, la voix brisée. « Je ne sais même pas quoi dire. » Diane posa une main ferme et douce sur son épaule. « Tu m'as donné une seconde chance quand l'entreprise s'effondrait, » dit-elle. « Maintenant, c'est à mon tour de faire de même pour toi. » Ce soir-là, Jérémie emmena Ruby au centre. Elle courut dans la pièce, les yeux brillants d'émerveillement. « Papa, c'est ton endroit. »« Pas seulement le mien, » dit-il en souriant. « Le nôtre est celui de tous ceux qui travaillent avec moi. » Ruby s'arrêta devant la plaque. « Sullivan, c'est notre nom. » Jérémie sourit, la voix tremblante. « Exact, ma chérie. » Elle se jeta dans ses bras, chuchotant doucement. « Tu es incroyable, papa. Je suis si fier de toi. » Jérémie la serra fort, sentant le monde entier se réduire à ce seul moment. « Je suis fier de toi aussi, Ruby, dit-il. C'est toi la raison pour laquelle j'ai fait tout cela. » 2 mois plus tard, par une soirée légèrement pluvieuse, Diane et Jérémie se tenaient devant l'immeuble de Castellano Technologies SAS. Les gouttes de pluie scintillaient sous les lumières de la ville, les rues voitures et passants continuaient leur course habituelle, comme s'il n'y avait jamais eu cette nuit où leur monde avait presque basculé. « Te souviens-tu de la nuit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois ?» demanda Diane, sa voix basse se mêlant au bruit de la pluie. « Comment oublier ?» sourit Jérémie. « Je devais juste passer la serpillière et d'une manière ou d'une autre, j'ai fini par sauver un empire. Non, tu as sauvé bien plus que ça. Tu m'as appris à voir. » « Voir quoi ?» demanda Jérémie doucement. « Les invisibles, dit-elle lentement.
Sais-tu combien de fois je suis passé à côté de toi dans ces couloirs? Combien de fois je ne t'ai jamais regardé, jamais dit merci, jamais même demandé ton nom? Jérémie resta silencieux. La pluie tombait régulièrement. Les lumières de la ville se reflétaient dans ses yeux. Tu as toujours été là, continua Diane, la voix légèrement tremblante, mais j'étais trop absorbé par mon propre succès pour le remarquer. Et puis, la nuit où j'ai tout perdu, tu étais encore là. Pas parce que tu devais l'être, mais parce que tu t'en souciais. N'importe qui aurait fait pareil, commença Jérémie. Non, l'interrompit-elle. La plupart des gens seraient passés leur chemin. Mais pas toi, tu t'es arrêté. Tu as vu quelqu'un qui avait besoin d'aide et tu as aidé. Pas pour des louanges, pas pour de la reconnaissance, juste parce que c'était la bonne chose à faire. À ce moment-là, un sans-abri poussa un vieux chariot de supermarché devant eux. Ses vêtements étaient trempés. Diane le regarda, puis appela soudain « Bonjour » l'homme leva les yeux surpris. Bonjour. Je ne sais pas quoi dire. » Tu n'as rien à dire, sourit Diane en lui tendant une carte de visite. Voici l'adresse de mon entreprise. Nous avons un programme pour les personnes qui ont besoin d'une nouvelle opportunité. S'ils voulaient venir nous voir, dit-elle. Il prit la carte les mains tremblantes, les larmes se mêlant à la pluie. Merci, merci beaucoup. Alors que l'homme disparaissait sous la pluie, Jérémie se tourna vers elle. Tu as changé, dit-il. Non, répondit-elle doucement, le regard distant. Tu m'as appris à voir, et maintenant je ne peux plus m'arrêter. Ils trouvèrent un petit café à proximité pour attendre que la pluie cesse. Les gouttes frappaient doucement le toit de Verindos au-dessus. Diane remua doucement son café, puis dit d'une voix basse. « Jérémie, j'ai beaucoup pensé à Valérie, à elle. La nuit où nous l'avons attrapée. » demanda Jérémie. « Oui, » dit Diane, le regard perdu. Elle m'a dit, « Tu l'as vue après une seule nuit. Moi, j'étais là depuis 15 ans, et tu ne m'as jamais vu. » Jérémie resta silencieux attendant. « Et elle avait raison, » admit Diane. « Je ne l'avais jamais vraiment vue. Je ne voyais que son titre, ma directrice financière. Je ne lui avais jamais demandé comment elle allait ou si elle était heureuse. J'ai pris sa loyauté pour acquise. « Tu ne peux pas continuer à te blâmer, » murmura Jérémie. « Mais je peux en tirer une leçon, » dit-elle fermement. « Valérie a eu tort de nous trahir, mais j'avais moi aussi tort de ne pas la voir. Les deux peuvent être vrais. » Jérémie hocha lentement la tête. « Et maintenant, que vas-tu faire? » Diane regarda à travers la vitre où les lampadaires se reflétaient dans la pluie. « Je continuerai à voir, dit-elle. Chaque personne dans cette entreprise, chaque personne l'adore. Je n'oublierai jamais que chacun porte une sonne histoire, une douleur, un rêve. » Quelques semaines plus tard, Diane monta sur la scène d'une grande conférence technologique internationale. Des centaines de PDG investisseurs et journalistes étaient assis en bas la regardant attentivement. On me demande souvent comment t-elle la voix résonnant dans le microphone, comment Castellano Technologies SAS a surmonté la pire crise de son histoire. Elle fit une pause balayant la salle du regard. Ils pensent que c'était la stratégie, la technologie ou l'argent. Puis elle sourit, un sourire rare et sincère. Mais en réalité, nous avons été sauvés par quelqu'un que la plupart des gens ne voient jamais. Un père célibataire autrefois, agent d'entretien, élevant tranquillement sa petite fille. Un ingénieur brillant que le monde avait oublié. La salle tomba dans un silence total. Jérémie Sullivan m'a enseigné la plus grande leçon de ma vie. Les invisibles sont souvent les plus forts. Ce sont ceux qui ont été abattus mais qui se relèvent. Ceux qui ont tout perdu, mais continuent de donner. Ceux qui n'ont pas besoin des projecteurs pour faire ce qui est juste. Sa voix trembla légèrement. Alors je veux vous lancer un défi. Regardez vraiment le balayeur de votre immeuble, le barista en bas, la personne dormant sur le trottoir. Ils ne sont pas invisibles. Nous ne les avons simplement pas vus.
L'audience éclata en une ovation debout. Mais Diane ne regarda pas les premières rangées remplies de magnats et de cadres. Elle regarda vers l'arrière de la salle, où Jérémie se tenait avec Ruby, leurs mains jointes tous deux, souriant largement. Les lumières de la scène se reflétaient dans leurs yeux. Et à ce moment-là, Diane sut que ce n'était plus l'histoire d'une entreprise. C'était l'histoire de personnes enfin vues. 2 ans plus tard, la vie de Jérémie et Diane avait changé de manière inimaginable. Castellano Technologies SAS n'était plus seulement une entreprise technologique de premier plan. Elle était devenue un symbole d'humanité. Le programme Seconde Chance fondé par Diane employait désormais plus de 500 personnes autrefois, oubliées par la société, des anciens détenus réhabilités, des mères célibataires, des ingénieurs ayant tout perdu à cause du malheur. Ils ne travaillaient pas seulement, ils se retrouvaient eux-mêmes. Jérémie n'était plus le discret homme baissant la tête dans son uniforme bleu. Il était désormais directeur de la cybersécurité et mentor de dizaines de jeunes employés, des personnes cherchant l'équilibre entre carrière et famille. Et Ruby, la petite fille qui avait un jour dessiné Mars en rouge sur une feuille accrochée au frigo, était devenue plus mature, confiante et brillante. Elle grandissait dans un monde où la bonté comptait plus que le succès, où les adultes prenaient le temps d'écouter et où la famille restait toujours le refuge premier. Un soir, lorsque le Sullivan Innovation Center n'était éclairé que par la lueur chaude des derniers écrans d'ordinateur, Diane entra. Ruby était assise dans le coin pour enfants coloriant son dernier dessin. Jérémie était à son bureau, les yeux fixés sur les flux de code qui défilaient sur le moniteur. « Salut » appela Diane, doucement. Jérémie leva les yeux souriant. « Salut. Café ou code, non pas de travail cette fois. » Elle s'assit à côté de lui. Un peu mal à l'aise rare, pour une femme qui avait autrefois fait taire tout un conseil d'administration d'un seul regard. « Tu sais, commença-t-elle lentement quand j'ai fondé Castellano, je croyais que le succès signifiait ne jamais avoir besoin de personne. Cette force venait du fait de se tenir seul. » Jérémie inclina la tête écoutant, et maintenant sourit Diane. Le regard plus doux que jamais, je sais que la vraie force vient de savoir quand l'on a besoin des autres. Tu m'as donné plus qu'une entreprise sauvée, Jérémie. Tu m'as donné une leçon de compassion, de véritable regard sur les gens. Et dans le soin, Jérémie la regardait la chaleur dans les yeux. Tu m'as aussi appris, Diane. Tu m'as appris que les secondes chances sont réelles et que le passé ne définit pas qui nous sommes. Ils restèrent silencieux un instant. Seul le doux bruit du crayon de Ruby pouvait être entendu dans le coin. Diane parla à nouveau doucement. « Jérémie, je ne sais pas où nous irons à partir d'ici, mais une chose est sûre. » Elle fit une pause, cherchant ses mots. « Je veux que tu fasses partie de ma vie. Pas seulement comme collègue, mais comme ami, comme famille. » Jérémie croisa son regard souriant. « Moi aussi, répondit-il, et doucement. La famille n'est pas seulement le sang. Ce sont les personnes qui nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes. » À ce moment-là, Ruby courut vers eux, agitant son dessin. « Papa, Madame Diane, j'ai fini mon dessin. » Elle le montra fièrement, un dessin de 3 personnes, un homme, une femme, et une petite fille debout, devant un bâtiment illuminé, le soleil brillant au-dessus d'eux. « C'est nous, » dit Ruby, rayonnante. « Ma famille. » Jérémie et Diane se regardèrent, les sourires traversant les larmes. « C'est exact, princesse, » murmura Jérémie, en serrant Ruby dans ses bras. « C'est notre famille. » L'histoire de Castellano Technologies SAS et de Jérémie Sullivan se répandit rapidement au-delà des frontières de la France. Elle devint un symbole de rédemption de foi et du pouvoir du courage discret. Les investisseurs parlèrent du miracle de la reprise. Mais pour Diane et Jérémie, il n'a jamais été question de chiffres. Il s'agissait d'apprendre à faire confiance à nouveau, d'apprendre à vraiment voir les personnes que la société avait autrefois négligées.
Et plus important encore, de réaliser que les personnes les plus extraordinaires sont souvent celles que personne ne remarque, jusqu'au moment où tout s'effondre. Cette nuit-là, alors qu'ils sortaient du bâtiment sous une pluie fine, les lumières de la ville se reflétaient dans les flaques, comme 1000 étoiles tombées sur tombées terre. Diane se tourna vers lui avec un doux sourire. « Tu sais, dit-elle doucement, je ne crois pas que les miracles viennent du ciel. Ils viennent des gens qui refusent d'abandonner. » Jérémie la regarda, sa voix basse et chaleureuse. « Alors tu es le seul miracle dont j'aurais jamais besoin. » Ruby tenait leurs deux mains sautillant sous la pluie, son rire résonnant dans la nuit urbaine illuminée. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, les trois ressentirent quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Ils étaient vus. Ils étaient aimés. Ils avaient leur place. Croyez-vous que parfois, les plus petits peuvent changer le monde? Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Surpris, ému ou inspiré? Si quelque chose a touché votre cœur, tapez 100 dans les commentaires pour me dire que vous croyez aussi aux secondes chances. Dites-moi d'où vous regardez et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'être vu. Parce que parfois, il suffit d'une personne qui vous voit vraiment pour tout changer.